Mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2. Vous me l'avez beaucoup demandé depuis que le film est sorti, maintenant c'est chose faite, voici mon avis sur le film après l'avoir vu déjà 2 fois. Et bien évidemment c'est logique mais je le précise quand même, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, il va y avoir énormément de spoils dans cette vidéo, donc ne la regardez pas si vous n'avez pas vu le film. Et donc pour commencer avec un avis général sur le film, c'est beaucoup mieux que le premier film, vraiment, on nous a pas menti. Tout le monde nous avait prévenu, le film va être un step-up énorme par rapport au premier film, il y a plus d'animatronique, il y a plus d'horreur, il y a plus d'action. Franchement, là-dessus, on nous avait pas menti. C'est vraiment un gros step-up par rapport au premier film. On sent qu'il y a eu beaucoup plus de budget, une nette amélioration et des critiques qui ont été prises en compte. Forcément, tout comme le premier film, ce n'est pas parfait non plus, on en parlera dans la vidéo, mais en tout cas, franchement, ils se sont grandement améliorés. J'ai beaucoup plus apprécié ce film que le premier que j'avais déjà beaucoup aimé. Maintenant, parlons plus en détail des différents aspects du film. À commencer par le design des animatroniques et les décors du film. Bon, sur le design des animatroniques, je pense que tout le monde est d'accord, c'est unanime, mais c'est encore une fois une masterclass de la part de Jim Henson Company qui, je ne sais pas comment, ont réussi à faire des animatroniques qui sont game accurate à 100%. Certes, on pourra dire des choses comme Wizard Bonnie qui n'a pas les yeux rouges, la mâchoire de Wizard Chica qui n'est pas exactement comme dans les jeux, mais en même temps, faut se rendre compte de la complexité de faire des costumes et des animatroniques réels, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune CGI dans le film, il n'y a pas de 3D ou quoi que ce soit. C'est tout le temps des vrais animatroniques, ou des costumes portés par des comédiens. Même la scène où Mengele est sur le toit de la voiture de Vanessa, ça a été révélé avec des photos behind the scene, ce n'est pas de la CGI comme certains pensaient. L'animatronique était vraiment sur le toit. Donc franchement, encore une fois, un grand bravo à Jim Henson Company, surtout que les Wizards, Mengele, c'était vraiment des animatroniques qui étaient ultra complexes à faire. Et mention spéciale aussi pour la petite apparition de Baby, parce que franchement, pour un caméo de 10 secondes, ils ont fait une réplique de Baby à l'identique, franchement. Tous les animatroniques sont magnifiques. Même la puppet, même si j'ai l'impression que la puppet, elle est pas en plastique comme dans les jeux, elle a l'air d'être un peu avec de la fourrure et tout. Mais franchement, tous les animatroniques étaient excellents. Donc, encore une fois, merci Jim Henson, parce que vraiment, prendre le temps et l'effort de faire des vrais costumes alors que ça aurait pu être fait 100% CGI, déjà ça prouve que vraiment ils ont un grand respect pour les fans. Et niveau décor des lieux, j'ai rien à dire non plus. Franchement, la pizzeria est magnifique, hein, la pizzeria du deuxième film, elle est énormément détaillée, il y a plein de trucs partout. Le carrousel, l'attraction avec la rivière, la Seine, la grande salle avec tous les rouages avec la boîte à musique de la puppet. Franchement, la deuxième pizzeria est encore plus réussie que la première qu'on avait eue dans le premier film. Et ça colle parfaitement à l'ambiance des pizzerias qu'on voit dans les jeux, même si encore une fois la pizzeria on ne la voit pas en entier dans les jeux. Franchement, que ce soit le carrousel et tout, c'est vraiment quelque chose qui se trouve dans la pizzeria du deuxième jeu. Même les lieux qu'on ne voit pas beaucoup comme l'atelier d'Afton dans lequel on voit Baby justement, même si c'est des lieux qui des fois durent 20 secondes à l'écran, bah il y a vraiment un souci du détail qui est, je trouve, excellent. Maintenant, niveau ambiance, horreur et violence du film, parce qu'on nous avait promis un film plus horrifique que le premier. C'est chose faite, effectivement le film est beaucoup plus horrifique que le premier. Beaucoup plus de jumpscares, beaucoup plus de moments de tension, et beaucoup plus de moments où c'est juste dark, sombre et creepy, sans qu'il y ait de jumpscares, mais des moments de tension. Notamment toute la partie, je pense à la partie enquête des dénicheurs de paranormal, c'est comme ça qu'ils les appellent en français, dans la pizzeria accompagnée par Michael. Toute cette partie-là, on sent qu'il y a de la tension jusqu'à ce qu'ils se fassent tous tuer et qu'il y ait tous les jumpscares qui s'enchaînent. Donc franchement, niveau horreur, on nous a pas menti, le film est beaucoup plus horrifique, il y a une ambiance plus dark sur beaucoup de scènes, et il y a beaucoup plus de jumpscares, ce qui, on le rappelle, est l'essence de FNAF. FNAF, c'est un jeu à jumpscares, donc le plus important dans un film FNAF, c'est d'avoir des jumpscares. Chose qui manquait cruellement dans le premier film, vraiment. Très peu d'horreur, très peu de jumpscares, on était plus sur un thriller dramatique. Le deuxième film, on est toujours sur ce type un peu thriller dramatique, mais quand même avec l'élément horreur qui est arrivé. Niveau violence par contre, Scott a respecté sa licence. On l'a toujours dit, FNAF ça n'a jamais été gore, le lore c'est du sous-texte, on ne voit jamais les enfants se faire tuer, se faire mettre dans les animatroniques. Afton on le voit se faire springlock mais c'est des pixels rouges. FNAF ça n'a jamais montré du gore, c'est juste en sous-texte. Et là, encore une fois, on n'a pas de gore qui est montré. Alors certes, on a une scène où le caméraman du groupe d'enquêteurs de paranormal se fait démembrer par Mengele et on voit les parties de son corps tomber à la caméra. C'est le seul moment vraiment gore et violent du film. Sinon, il n'y a rien d'autre de vraiment gore et violent. L'autre qui se fait tuer par les mini-puppets, on voit que du rouge dans l'eau, mais on le voit pas se faire tuer. Donc honnêtement, niveau gore, il n'y a pas de problème. Mais niveau horreur, c'était beaucoup mieux. Je pense notamment à la puppet qui peut posséder des personnes, notamment quand elle possède Lisa et surtout Abby. Mon dieu, le design, c'est vraiment une vision d'horreur. Je veux dire, Abby, elle fait super peur, c'est vraiment bien réussi. Donc franchement, il y avait un très gros potentiel horrifique avec la puppet. Je pensais pas qu'elle posséderait des gens, parce que je trouvais déjà que la puppet en elle-même, faire une marionnette qui se déplace un peu comme une vraie marionnette, c'était déjà bien creepy. Mais franchement, le fait qu'elle puisse posséder des gens,
je trouve que c'est possiblement l'un des ressorts horrifiques les plus efficaces et les plus réussis du film. Au niveau de l'histoire, du scénario et du développement des personnages. Niveau développement des personnages, on n'a pas énormément de développement, on va pas se mentir, hein. On nous développe très peu certains personnages qui apparaissent pour la première fois. Mike, on nous le développe pas plus, Abby, on nous la développe pas plus. La seule qui est un peu plus développée, c'est Vanessa, dans laquelle on commence de plus en plus à apprendre son histoire avec son père, le fait qu'elle a connu Charlotte à l'époque où Charlotte a été tuée par son père, même si c'est vrai que le personnage a tendance à être pas mal insupportable. Le fait qu'elle cache énormément de choses à Mike, qu'elle lui ment non-stop, hein, elle lui ment encore sur la première pizzeria, sur son frère qu'elle lui a caché, et au final quand Mike essaye de l'aider, elle le rembarre. Vraiment, il y a un truc avec le personnage de Vanessa qui la rend un peu insupportable, mais en même temps, ça nous permet d'un peu plus la développer. William Afton, pareil, j'ai été un peu déçu de ne pas avoir plus de développement sur le personnage. Moi, je m'attendais à ce que dans ce deuxième film, on nous explique pourquoi il a commencé à tuer des enfants. Au final, non, on nous explique pas pourquoi il a commencé à tuer des enfants, on nous explique pas pourquoi il a visé la fille de l'un de ses anciens partenaires, puisque oui, à la fin du film, on apprend que Henry était un partenaire de William à l'époque. Pourquoi il a visé Garrett, il est absent du film, vraiment. Il y a une fois Mike qui parle de lui, mais sinon, l'intrigue de Garrett, elle a disparu alors qu'on sait toujours pas où il est le gosse. Et des nouveaux personnages comme Henry Emily qui apparaît pour une seule minute et qui est très peu développé, ou Michael Afton qui apparaît sorti de nulle part. On apprend que Vanessa avait un frère qui sort de nulle part et qui pareil est très peu développé. Donc j'espère que William, Henry et Michael Afton du coup seront beaucoup plus développés dans le troisième film. J'espère, via des flashbacks ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment les trois personnes qui manquent le plus de développement, alors que c'est trois des personnages les plus mystérieux des films pour l'instant. Sinon, niveau histoire et scénario, ça va, c'est cohérent. Ça suit, comme on dit, le premier film, on avait dit que ce serait une suite. On retrouve Mike, Vanessa et Abby 2 ans après les événements du premier film qui se passait en 2000. Là, on est en 2002. Abby a grandi, elle est au collège. On apprend qu'il y avait une première pizzeria avant celle qu'on a connue dans le premier film, et on apprend un petit peu tout ce qui s'y est passé. La puppette, les toys, les wizards, etc. Comme je l'ai dit, niveau histoire et scénario, c'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de trucs qui arrivent un peu trop vite. Comme je l'ai dit, par exemple, on nous introduit Michael Afton et Henry Emily, mais on nous les développe pas plus, tu vois. Ils arrivent vraiment comme ça, limite comme un cheveu sur la soupe. Genre vraiment, Michael Afton, même si quand au début il dit en fait je m'appelle Michael, bon je le sentais arriver, mais il est vraiment présenté comme ça d'un seul coup, et on ne donne pas plus d'histoire sur comment il était avant. Pourquoi c'est un méchant qui veut continuer l'œuvre de son père, comment il a pu être corrompu par son père, pourquoi il n'a pas plutôt essayé de s'éloigner de tout ça vraiment. Et je vais en parler parce qu'il y en a certains qui ont gueulé dessus. La scène de fin, moi ça m'a pas dérangé honnêtement. Faut savoir que j'ai lu les livres FNAF, et dans les livres FNAF, si vous les avez lus, dans The Twisted One, il y a une scène exactement pareille, où les animatroniques originaux viennent pour aider les protagonistes et détruire leur modèle Twisted. Bah là c'est pareil, c'est les anciens qui viennent pour détruire les toys. Et c'est pas une mauvaise idée, parce que du coup le fait qu'ils sortent de la pizzeria, ça fait que les âmes des enfants dans les animatroniques sont apaisées, ils disparaissent, et du coup ça permet à William Afton dans Springtrap de se réveiller, parce qu'il n'y a plus les âmes des enfants dans le premier restaurant qui empêchent William de se réveiller et de commettre le mal. Donc c'est une bonne manière en soi de les faire sortir de la pizzeria pour après avoir le scénario du troisième film qui se met en place, à savoir William maintenant va pouvoir se réveiller puisqu'il n'est plus emprisonné par les esprits des enfants. Niveau réponse au lore et nouvelles questions, c'est là que j'ai le plus de choses à tiquer, parce que comme je l'ai dit, on a eu très peu de réponses par rapport au lore qui se mettait en place dans le premier film. On sait pas pourquoi William tue des enfants, et en réalité on en apprend très peu sur son passé. On ne sait pas où est Garrett, vraiment ça me tue qu'on ne sache pas où il est, genre vraiment ils l'ont oublié du scénario, ça pleurait de rire, à moins qu'il soit dans Baby, parce que Baby, vu comment elle agit dans la scène flashback, j'ai l'impression qu'elle est déjà possédée, parce qu'un robot normal n'agirait pas comme ça à regarder Vanessa vraiment en tournant ses yeux vers elle, et en réalité on a plus de nouvelles questions que de réponses. On a des questions du coup sur Henry Emily, sur Michael Afton, sur est-ce qu'il y a d'autres pizzerias peut-être qui nous auraient été cachées, vraiment, on a plus de nouvelles questions qui sont sans réponse, ou même des questions du premier film auxquelles on nous a toujours pas répondu, que des questions dans lesquelles on a une réponse. En réalité, je pense pas qu'on ait une grosse question du premier film qui a reçu une réponse dans ce deuxième. Pour tous ceux qui disent ça remet le lore en question parce qu'on a Baby maintenant qui a l'air d'être déjà possédé, les Wizards c'était des prototypes, il n'y a jamais eu d'un Wizard, ne prenez pas ce film pour acquis concernant le lore des jeux. Le lore des jeux, le lore des livres et le lore des films, c'est 3 univers différents qui ont des connexions entre eux parce que des fois ça se ressemble et c'est sympa de faire des petits clins d'œil, mais vraiment, les films n'ont rien à voir avec les jeux, sachez-le. Niveau fanservice et références, même si je prépare un TikTok dans lequel je vais parler de toutes les références plus en détail, franchement on a été servi, hein, des références et des easter eggs, il y en a
plein partout. Il y en a certaines qui sont ultra obvious, hein. Le fait de faire apparaître Springtrap dans la scène post-générique, c'est bien évidemment obvious. Le fait de faire apparaître Circus Baby ou Shadow Bonnie, c'est obvious aussi, même si Circus Baby, autant tu la vois bien, autant Shadow Bonnie, tu peux le louper, donc je peux comprendre qu'il y en ait qui ne l'aient pas vu. Au début du film, des bords d'arcade avec Five Nights at Candy's et Pop Goes, ça aussi, franchement, ça m'a fait kiffer en tant que fan de voir ce genre de référence, donc franchement, il y en a plein, partout, tout le temps, pendant tout le film. Même des fois, c'est des répliques qui sont plus visibles en VO, certes, pas en VF, puisque en VF, du coup, c'est pas les mêmes répliques que dans les jeux, mais en VO, il y a beaucoup de répliques qui font écho au jeu. Ultimate Custom Night, FNAF World, FNAF 3, etc. Donc franchement, merci Scott, Blumhouse et Matami et tous ceux qui ont bossé sur le film, parce que niveau références et easter egg pour les fans, franchement, c'était un plaisir à chaque fois de voir toutes les petites références. Dès que je voyais un truc, vraiment, j'étais super content. Genre, fallait voir la tête que j'ai fait dans le cinéma quand j'ai vu Circus Baby. Vraiment, j'étais comme un fou quand je l'ai vu. Et tout ça nous amène à la note finale du film. Faut savoir que le premier film FNAF, je lui avais donné 11 sur 20 en tant que film d'horreur et 20 sur 20 en tant qu'adaptation de Five Nights at Freddy's. Pour ce deuxième film, niveau film d'horreur, je lui mets la note de 13 sur 20. Il y a beaucoup plus d'horreur qui arrive dans le film, il y a beaucoup plus de jumpscares et de moments de tension, même si il y a beaucoup de moments où on sait ce qui va se passer et les jumpscares font pas très peur, comme à un moment Toy Freddy qui apparaît à la porte du garage, Toy Bonnie qui apparaît derrière la porte du frigo quand on la referme. C'est des jumpscares mignons, dans le sens où il n'y a pas de gros bruit, il n'y a rien qui te saute à la tête, juste on bouge un élément et il y a un animatronique qui apparaît derrière. Mais vraiment, le niveau horreur de ce film-là a beaucoup plus été réussi que le premier film qui, globalement, ne faisait pas peur. À part les deux jumpscares de Balloon Boy auxquels je m'attendais pas, le premier m'a pas fait peur. Le deuxième, il y a des jumpscares qui étaient quand même beaucoup plus vicieux. Notamment quand la puppet sort du ventre de Toy Chica, ça a hurlé dans le cinéma. Franchement, c'est le jumpscare du film qui a réussi à m'avoir. Vraiment, celui-là, je m'y attendais pas pour le coup. Et en tant que film adaptation de Five Nights at Freddy's, je donne à ce film la note de 19 sur 20. C'est presque parfait, comme je l'ai dit, il y a des moments où j'ai tiqué, comme par exemple beaucoup de nouvelles questions sur le lore qui n'ont pas de réponse et des anciennes questions qui n'ont pas eu de réponse, voire qui ont été totalement éclipsées comme Garrett par exemple. Mais malgré tout, voilà, c'est quasiment parfait, c'est juste pour les quelques points sur lesquels j'ai tiqué que je lui mets 19 sur 20 et pas 20 sur 20, mais franchement à ce niveau-là, c'est quasiment une note parfaite quoi. J'espère que vous aussi vous avez tout autant apprécié le film, n'hésitez pas à me donner dans le respect votre avis dans les commentaires, ça sert à rien de m'insulter si vous n'avez pas aimé le film. Si vous voulez critiquer le film, soyez constructif et dans ce cas-là je vous répondrai, sinon je vous bloquerai juste. Et bien évidemment, dès qu'on aura des news et que ça commencera, comptez sur moi pour être présent sur TikTok avec une nouvelle série de vidéos news sur le film Five Nights at Freddy's 3. Parce que honnêtement, même si j'en parlais pas dans cette vidéo, vu les chiffres que le film est en train de faire, c'est sûr qu'on aura un troisième film.